3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gustavo Orenstein est avec nous, le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Thomas Friedberger de nous accompagner également. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint de Tikeo Capital et Franck Dixmier à nos côtés également en plateau. Bonsoir Franck. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur monde des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Revenons sur la séquence américaine avec tout d'abord le rapport mensuel sur l'inflation publié hier, qui était attendu peut-être avec un peu de crainte de la part des investisseurs qui s'attendent à ce que le processus de désinflation soit pas totalement linéaire, partant d'un pic d'inflation aux États-Unis, je le rappelle à chaque fois, qui a été marqué au mois de juin à 9,1% pour l'inflation globale. On se retrouve à 6,4% pour l'inflation globale d'une année sur l'autre au mois de janvier. Que nous apprend ce dernier rapport sur l'inflation aux États-Unis, Franck, dans la lecture de la big picture désinflationniste qu'on a déjà depuis plusieurs mois aux États-Unis? Oui, une confirmation, l'inflation totale décélère. Bon, c'est pas une grosse surprise, on s'y attendait tous. Il y a des effets de base qui sont réellement monstrueux, notamment sur les prix de l'énergie. Donc ça va nous accompagner tout au long de 2023. Et à moitié une surprise sur la résilience, en fait, la résistance de l'inflation cœur. Et c'est là, véritablement, ce que regardent les investisseurs. Enfin, dans notre scénario macro sur 2023, on attend que l'inflation cœur passe au-dessus de l'inflation totale, donc il va falloir s'y habituer. Et ce qui est très, très intéressant, en fait, c'est qu'au-delà de l'inflation, on a eu les ventes au détail aujourd'hui, on a eu un rapport emploi qui était très, très fort la semaine dernière. C'est tout ce faisceau d'indices qui convergent vers le thème de la résilience de l'économie américaine. Résilience qu'on explique, enfin qu'on observe par un certain hédonisme en fait du consommateur. Ça se traduit par un ISM des services, donc une activité dans les services qui est en expansion. Et cette soif de consommer, elle se nourrit en désépargnant et en faisant appel au crédit à la consommation. Il faut avoir en tête aussi que le revenu des ménages des Américains a cru pendant la crise Covid, grâce à l'hélicoptère-monnaie. Et donc, on a eu la concession d'épargne qui est un matelas qui est utilisé donc par les Américains pour consommer. Pour revenir sur l'inflation, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il faut regarder vraiment de très près en fait les composantes sur l'inflation cœur, et notamment cette boucle prix-salaire qu'on voit aux États-Unis et qu'on ne voit pas en zone euro. Pas trop. Et c'est intéressant de se remémorer un peu comment ça marche en fait. Ce n'est pas uniquement des salaires plus élevés en réponse à une inflation plus élevée. Ce qui boucle réellement, c'est le comportement d'achat qui en résulte. Donc des Américains qui bénéficient de salaires plus élevés et qui consomment avec ces revenus plus élevés. Et c'est là que ça boucle. Et c'est ce que regardent les marchés de très très près. Et ça nourrit un repricing extrêmement impressionnant des anticipations de hausse de taux de la Fed. Quand vous regardez les contrats 3 mois euro-dollar en décembre 2023, donc ce que les marchés anticipent comme étant les taux à 3 mois à la fin de cette année, par rapport au plus bas de cette année, donc 2023, on a 80 BP de repricing à la hausse. Donc c'est énorme. C'est réellement énorme. Enfin, on parlera plus tard. Ça, c'est le marché qui s'ajuste sur le taux terminal de la Réserve fédérale américaine. Et aussi sur la durée du maintien de ce taux restrictif. Oui, taux terminal, pas forcément, parce que décembre 23, c'est peut-être pas le taux terminal. Mais en tout cas, c'est une anticipation de marché qui traduit beaucoup plus de hausse de taux qu'elle n'était anticipée précédemment. Et quelque part, enfin, les marchés trouvent aujourd'hui dans les statistiques économiques qui ont été publiées sur les dernières semaines beaucoup d'arguments pour suivre de beaucoup plus près le discours de la Fed. Parce que, en fait, tout est écrit, tout est dit dans les commentaires des banquiers centraux, et notamment de Jérôme Powell. Il y a toujours eu un certain scepticisme des investisseurs par rapport au thème on va continuer à monter les taux, la priorité de la lutte contre l'inflation, et non seulement on va les monter, mais on va les maintenir. Et ça, les marchés sont en train de repricer ça, mais ce n'est pas tout à fait terminé. Et quand on regarde dans les composantes cœur de l'inflation, donc Jérôme Powell a mis le focus sur l'inflation cœur des services ex-housing,
en dehors de l'inflation liée au logement, au coût du logement, au loyer imputé, etc. Cette partie-là, elle reste très collante. La désinflation, j'allais dire énergétique notamment, ne suffira pas à abaisser cette inflation cœur dans les services. On devrait voir une décélération sur l'inflation cœur aussi. Mais ce qui est important, c'est à quel niveau, en fait, cette inflation cœur va se stabiliser, va se maintenir. Et c'est ça qui va dicter réellement le comportement de la Réserve fédérale. Donc ça, c'est un élément absolument clé. Est-ce qu'on entre dans une phase plus difficile en termes de désinflation aujourd'hui aux États-Unis, Gustavo? Encore une fois, je le rappelle, tout le monde a en tête que ce ne sera sans doute pas un processus facile et linéaire. Là, on a eu 6 mois de désinflation assez rapide. On franchissait des marches à la baisse assez spectaculaires. Je crois qu'en décembre, on passait de 7,1% à 6,5% en matière d'inflation globale. Là, on voit bien que la marche nous fait passer de 6,5 à 6,4%. C'est déjà une vitesse, une cadence de désinflation qui est déjà moins élevée. Oui, non, tout à fait. En fait, dans l'inflation, il y a d'abord une hausse du niveau des prix, un saut, et ça, alors, avec un peu de persistance, et ça s'est vu. Effectivement, les effets de base vont disparaître au fur et à mesure. Par contre, le rythme instantané qui reste après tout ça, effectivement, est probablement trop élevé. Et il y a une question de où est-ce qu'on va atterrir. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui quand on regarde les services ex-housing, alors effectivement on atterrit trop élevé, on va dire, sachant qu'on imagine que les housing, donc la partie donc des loyers, etc., va beaucoup baisser devant nous. La logique, c'est que ça va baisser. Ça met un certain temps, mais ça ne peut que baisser. Du coup, c'est ce qu'a fait Jérôme Powell. Il a juste enlevé, puisque ça va baisser, je ne regarde pas trop, je regarde le reste. Et le reste va se stabiliser effectivement à un niveau peut-être trop élevé, mais il y a quand même une question qui est complexe aussi pour la Réserve fédérale, c'est que mettons que ce niveau, ça soit 3,5-4, bon, à 3,5-4 d'inflation, vous ne créez pas une énorme crise, vous n'essayez pas de casser complètement l'économie, tout ça pour passer de 3,5-4 à 2. Il y a une vraie question de, concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on est à la Réserve fédérale ? Est-ce que, quelque part, on n'a pas intérêt à laisser sa chance au soft landing et à dire, je ne vais pas m'énerver maintenant. En tout cas, la situation ne le mérite pas. C'est pas évident de se chausser les chaussures de Volcker avec 4% d'inflation. Ça semble vraiment exagéré, on est trop long. Enfin, c'est pas beaucoup non plus. C'est perceptible dans le discours des banquiers centraux qu'il faut écouter, qui donnent le ton? Alors, pas pour l'instant. Les dernières minutes, donc, celles qu'on connaît, donc c'était en décembre, étaient très au quiche. On attend avec impatience les minutes donc, du 22 février, parce qu'ils vont être publiés, je crois, le 22 février. Donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus de débats au sein de la Réserve fédérale, entre les différents membres, pour essayer d'équilibrer un petit peu le discours. Il y a quand même eu une désinflation, il faut bien le noter, le dire plus clairement. Il y a une désinflation. Elle n'est peut-être pas suffisante, il y a encore du chemin, mais le chemin ne peut pas non plus être si loin que ça. Et donc, du point de vue des marchés financiers, c'est ça qui est... voilà, si vous simplifiez complètement la chose, et souvent sur les marchés, vous juste simplifiez. À la fin de la journée, c'est souvent binaire, oui. Vous oubliez tout ça, vous dites, voilà, le gros de la hausse des taux, elle est quand même passée. Oui, il y en a encore un peu peut-être, mais le gros, forcément, 80%, je parle. Et du coup, c'est pas les derniers points de base qui vont vraiment complètement et radicalement changer le scénario. Et ça, c'est le côté effectivement très optimiste et qui explique une partie, je pense, effectivement, du mouvement des marchés. C'est un risque de ce point de vue-là que le marché aille... Alors c'est ce qu'on m'a expliqué, que le marché jouait de manière très rapide toute l'histoire, le endgame. Évidemment, on arrive proche du taux terminal, derrière c'est une pause, et derrière la pause, inévitablement dans la tête des investisseurs, c'est des baisses de taux. Pas d'autres options possibles. Et le marché est déjà à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que si l'inflation est moins un problème, l'horizon se débouche un peu. Vous êtes capable de regarder au-delà du ralentissement, il y a bien un ralentissement aux États-Unis, la production industrielle. Alors, ce qui se passe dans le ralentissement, c'est que l'économie américaine aussi est assez hétérogène. Donc, il y a un ralentissement très clair dans l'immobilier, on en parle déjà depuis plusieurs semaines, dans la partie industrielle. Par contre, les services tiennent plutôt, l'économie reste plutôt forte de ce côté-là, et ça se voit sur le marché du travail, qui est un endroit très pourvoyeur d'emplois. Mais il y a bien quand même un ralentissement. Donc, mais qui est dans certains secteurs, qui n'est pas suffisamment généralisé peut-être pour entraîner toute l'économie. Mais comme il y a un ralentissement, vous ne pouvez pas non plus faire comme si on n'avait pas. Pareil, sur les parties obligataires, oui, ça peut encore monter, mais la Fed ne peut pas non plus s'énerver énormément parce que ça ralentit quand même. Ouais. Franck, vous aviez un... Oui, juste une petite remarque. C'est un complément. Un espèce de paradoxe, alors peut-être qu'il est qu'apparent, mais c'est assez fascinant d'observer
ce scepticisme en fait des investisseurs à intégrer pleinement le potentiel de hausse de taux de la Fed, alors même qu'ils ne doutent pas une seconde que la Fed va y arriver. Parce que quand vous regardez les anticipations d'inflation, elles sont basses. La prime d'inflation a disparu des marchés. Vous avez un spread entre les anticipations d'inflation et l'inflation réalisée qui est monstrueux. Donc les marchés n'en doutent pas, mais par contre... Ils ont plus confiance dans la Fed que la Fed elle-même. Ils ont du mal à intégrer le voyage qui va permettre d'y arriver. Ça, c'est un risque. Le risque, on l'a aujourd'hui. C'est ça. C'est qu'on a une tension sur les taux. On a un repricing qui est sans doute pas tout à fait terminé. Bon, mais c'est un risque qui est très spécifique, qui est vraiment sur la classe obligataire, sur les taux courts, qui semble pas se diffuser au reste des classes d'actifs. Alors qu'on a vécu dans la partie front-loading, chaque fois qu'on réévaluait le taux terminal, ça tanquait dans tous les marchés. En 2022, entre les actions et les taux, ça peut faire très très mal quand même, ce genre de phénomène de recalibration des attentes. Donc attention, c'est pas tout à fait terminé, et notamment en zone euro. Bon, Thomas, force et faiblesse de l'économie américaine à ce stade. Non, mais c'est vrai que Gustavo a bien fait de le rappeler. 1,5 million d'emplois créés au mois de janvier, 3% de rebond de consommation avec les ventes au détail, une inflation alors qui baisse peut-être un peu moins vite que ce qu'on espérait, mais qui continue quand même d'aller dans le bon sens. Est-ce que c'est une économie au bord de la récession ? C'est difficile à dire, mais on voit les effets de plusieurs années d'assouplissement monétaire quand même assez massif, et puis de déficit budgétaire pendant la crise du Covid également assez impressionnant. Donc ça biaise quand même, on va dire, le cycle économique académique, quoi. Mais Gustavo a fait un lapsus révélateur en parlant de Volcker au lieu de Powell. Mais en fait, parce que... Non, mais Volcker. Il disait bien, on ne met pas les chaussures de Volcker. Oui, c'est ça, il ne peut pas être... Parce qu'en fait, on voit Jérôme bien Volcker. quand on regarde le cycle précédent, on comprend mieux maintenant pourquoi ça a mis 9 ans entre le démarrage de l'inflation et c'est le moment où ça a commencé à baisser. C'est qu'en fait, il y a eu des erreurs de politique monétaire entre-temps qui sont probablement dues à des questions qui se sont posées, qui sont les mêmes que celles qu'on se pose aujourd'hui. Après, sur la capacité des investisseurs à ne voir ce qu'ils ne veulent voir. Il y a un biais de sélection. Il y a un biais de sélection, ouais. Bon, il y a ce bouquin que j'adore qui s'appelle Elephant in the Brain, qui a été écrit par des neurologues et des psychanalystes qui expliquent qu'en fait l'autotromperie c'est un mécanisme de protection pour le cerveau. Donc ça fait 35 ans que quand le cycle économique faiblit, les banques centrales baissent les taux parce qu'il n'y a pas d'inflation. Et puis là, les banques centrales vous disent noir sur blanc qu'en fait ça ne va pas se passer comme ça, mais on ne veut pas le voir, quoi. Donc il y a un peu de ça aussi, probablement. Qu'est-ce que vous regardez dans la dynamique de l'économie américaine, puisque force est de constater que l'emploi va très bien, il y a une job security peut-être historique sur le marché du travail américain qui permet, avec les revenus tirés de son travail, de continuer à consommer, ce qu'expliquait Franck. Où est-ce qu'il y a des poches de risque, dans quel domaine, et qu'est-ce qui pourrait entraîner l'économie américaine dans un ralentissement qu'on semble avoir complètement oublié aujourd'hui ? Faut regarder où est le levier, parce qu'il y a quand même beaucoup de leviers dans le système, aux États-Unis et dans le monde d'une manière générale, et donc faut regarder là où il est, et là où il y a potentiellement des problèmes de financement dus à des remontées de taux d'intérêt, notamment des emprunts à taux variables. Alors il y a le secteur de l'immobilier qui est assez évident, avec les taux de mortgage au-dessus de 6%. On commence à voir, mais pas seulement aux États-Unis, des situations dans l'immobilier se gripper très très fort. Il y a le private equity LBO. En moyenne aux États-Unis, on est plutôt autour de 7 fois les EBITDA sur les niveaux de levier là-dedans. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Bon, c'est trop tôt pour le dire. Ça met beaucoup de temps à s'ajuster. Mais donc c'est plutôt là qu'il faut regarder. Moi, en fait, ce qui m'inquiète, c'est plus tellement, on va dire, le risque d'une récession forte. Quoique c'est quand même une éventualité qu'il faut quand même garder en tête, mais c'est plutôt les chocs de liquidité. Et les chocs de liquidité, je pense qu'on n'est qu'au début. On a eu quelques alertes avec les fonds de pension anglais, maintenant avec ces fonds semi-liquides immobiliers core américains. Et il ne faut pas oublier qu'on en est qu'au début en fait du retrait de liquidité par les banques centrales. Je crois que la Fed retire à peu près 95 milliards par mois, si je ne me trompe pas. Je suis pas un spécialiste de liquidité. La Banque Centrale Européenne va commencer en mars, puis ça va augmenter à partir de la fin de l'année, à un moment où les déficits budgétaires aux États-Unis seront sur des niveaux records. En Europe, le déficit cumulé
des membres de la zone euro sera, je crois, autour de un peu plus de 500 milliards cette année. Donc, on aura en fait des montants d'émissions nettes qui vont être sur les plus hauts historiques. Et ça peut créer des chocs de liquidité assez importants à des endroits où il y a trop de dettes. C'est ça qu'il faut regarder et c'est ça qui peut faire dérailler la machine. Ouais, donc vous dites, pour les marchés, effectivement, le vrai stress test, il est encore à venir. Le stress test du resserrement monétaire et du resserrement de la liquidité banque centrale. S'il arrive, parce que peut-être qu'il n'y en aura pas, mais en tout cas, il y a des canaris dans la mine à certains endroits, et je pense que le choc de liquidité, il n'est pas bien pricé par le marché. Ouais. Et c'est ce qui peut expliquer qu'une banque centrale comme la Fed soit prête à rétrograder en termes d'incrément de hausse de taux. C'est ce qui peut expliquer le passage de 50 à 25 qu'on a vu sur la Ça, je ne sais pas. Ça dépend de la taille du choc. Et ça, évidemment, on le verra que quand... Parce qu'évidemment, ça se passe toujours à l'endroit où on ne l'attend pas. Hein. Les fonds de pension anglais, on ne l'attendait pas. Oui, c'était pas la cible. Mais donc, ça, je ne sais pas. Franck, oui. Peut-être un mot, parce que le resserrement monétaire, il est extrêmement violent quand même aux États-Unis. C'est quand même 450 points depuis le mois de mars. On attend encore au minimum 50 à 75 points de base à venir. À coup de 25, hein. À coup de 25, sans doute, oui. Et d'ailleurs, il y a une certaine confusion, visiblement, chez les investisseurs, sur cette communication. C'est pas parce que vous atterrissez en douceur avec des pas de 25, ça ne préjuge en rien du niveau terminal. Parce que des pas de 25, il peut y en avoir 4 ou 8. Hein. Oui. Donc, non, mais je crois qu'il faut faire très attention à ça. Mais ce resserrement monétaire, on sait toujours qu'il y a un délai de transmission à l'économie réelle. Il va commencer vraiment à mordre au cours de l'été prochain. Et donc, nous, c'est ce qui nous fait dire que le ralentissement, on va le voir. On va le voir réellement dans les chiffres, plutôt dans la deuxième partie de l'année. Et là, ce sera très très compliqué quand même pour l'économie américaine d'échapper à une récession. Parce qu'un resserrement monétaire de cette ampleur, et dans une période de temps aussi courte, c'est assez inédit. D'accord avec ça, Gustavo, on n'a pas encore vu le plein impact de ce choc monétaire. Ou alors, je ne sais pas, l'autre option, c'est qu'on a peut-être des économies, un régime, des déséquilibres économiques avec un manque d'offres quand même criant dans plein de parties de l'économie, qui font que l'économie est peut-être moins sensible à ce choc monétaire. Enfin, vous le savez, on en parle souvent et je redis à chaque fois la même chose. Après le Covid, c'est quand même un choc complètement incroyable ce qui s'est passé. C'est très difficile, ça a un impact probablement sur plein de choses, ne serait-ce que par exemple les corrections de variations saisonnières qui expliquent en partie le chiffre assez extraordinaire. En fait, les chiffres ont baissé en janvier, la consommation a baissé en janvier aux États-Unis, non corrigé des variations saisonnières. Elle a beaucoup accéléré, parce que comme ça arrive chaque mois de janvier, bon, c'est la méthode statistique. Mais bon, avec ce qui s'est passé dans les 3 dernières années, je pense que les corrections des variations saisonnières, c'était pas prévu qu'on arrête l'économie, qu'on la ferme, qu'on ouvre. Tout ça est très compliqué. Donc, et ça se voit encore aujourd'hui dans l'économie. Une partie de la résistance de l'économie, c'est juste le post-Covid. Si les services résistent, c'est parce qu'ils ont été arrêtés pendant un certain temps, redémarrent maintenant. Les gens ne sont pas partis en vacances, repartent maintenant. Donc tout ça soutient l'économie pendant que d'autres morceaux ralentissent. Les morceaux les plus sensibles au taux d'intérêt ralentissent, effectivement. C'est le cas de l'immobilier, c'est évidemment le plus important. L'automobile, voilà un autre secteur dont on parle souvent, mais lui, il accélère. Pourquoi ? Mais parce qu'on n'a pas pu vendre de voitures, parce qu'on ne pouvait pas les produire. On se met à les produire maintenant. Tout ça fait que c'est extrêmement difficile d'y voir clair et d'essayer d'appliquer disons un raisonnement simple d'investment clock traditionnel et machin. Et donc voilà, la Fed fait ci, et puis on achète des taux. Et puis la séquence on aimerait. Je vais même vous dire, je pense que les investisseurs veulent une récession. On voudrait une récession aux États-Unis de manière à dire ça y est, on repart, ça baisse, on rachète et on a devant nous un énorme espace. Ça marche encore comme d'habitude. Comme avant, comme d'habitude. Je suis rassuré, ça se passe comme prévu. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de récession, et encore une fois, je suis d'accord, il peut y avoir une récession. Il ne faut pas non plus penser qu'il y a bien des ralentissements dans certains endroits de l'économie et ça peut se voir. Mais s'il n'y en a pas, c'est plutôt une espérance de pensée. S'il n'y en a pas. C'est vrai que c'est du coup les taux d'intérêt, effectivement, 5 finalement c'est pas si élevé que ça. Alors est-ce que c'est 6 les taux d'intérêt réels, du coup là, les 1,5 que tout le monde attend, en fait c'est peut-être 2, 3, 4. Il y a un doute sur ça s'il n'y a pas de récession. Et donc c'est tous ces pensées qui sont dans les marchés et qui créent aussi un peu de doute. Mais encore une fois, si on simplifie vraiment à l'extrême, 2023 c'est une année de désinflation, pas de souci. Le gros de la hausse des taux, à la fin, elle est quand même passée. En effet, effectivement, les 425, 450, peut-être 500. Mais à la fin, le gros est quand même fait. Et voilà, si on fait un raisonnement vraiment de cycle financier de base, on dit go, quoi. C'est bon pour les actifs risqués.
Alors, encore une fois, je simplifie une situation en réalité beaucoup plus compliquée. Oui. Mais bon, c'est ça, je pense, qui explique l'enthousiasme en général. Et l'Europe, en plus, on en parlera peut-être après, mais l'Europe, en plus, sur une histoire encore un peu différente des États-Unis. Ben non, parlons de l'Europe. Pourquoi est-ce que l'Europe est devenue comme ça le sweet spot? Alors, je ne sais pas si c'est le lieu idéal où il faut être, mais en tout cas, c'est le lieu où il faut être. En tant qu'investisseur global, si vous n'êtes pas en Europe, vous ratez quelque chose, visiblement. Oui, mais c'est vrai que l'Europe bénéficie tout d'un coup de trois choses. Bon, la première chose, c'est que l'Europe, c'est vraiment l'inverse de l'année dernière. L'Europe, c'est l'endroit où il ne fallait pas être l'année dernière. Le choc énergétique, la fin d'un monde, tout ce qu'on veut, les dépressions allemandes au maximum. Enfin bon, le moral était vraiment très très bas. Et puis finalement, non, c'est pas la fin du monde. L'Europe va survivre. L'énergie, en fait, on s'adapte. Il y a un truc incroyable. La macro s'adapte quand même un peu. Nous sommes des pays très riches, on l'oublie parfois. Et donc on s'adapte, il y a des moyens de s'adapter, c'est ce qu'a fait l'industrie, c'est ce qu'a fait l'économie. Et du coup, quand on passe de très très négatif à juste médiocre, parce que la situation est quand même médiocre, il ne faut pas non plus imaginer que c'est... Mais bon, ça suffit quand même déjà à rebaisser beaucoup les primes de risque, elles étaient déjà très, très élevées. Bon, ça c'est en partie déjà joué, je dirais, mais bon, ça c'est un premier effet. Deuxième effet, c'est la réouverture de la Chine. La grande histoire, quelque part, de 2023, ça va être cette réouverture de la Chine. Or, c'est plutôt bénéfique, non pas tant d'ailleurs à l'économie européenne qu'aux entreprises européennes. Et ça, c'est un point sur lequel on insiste tout le temps. Séparer dans votre esprit la question des entreprises européennes de la question de l'Europe. On peut être très déprimé sur l'Europe, tout ce que vous voulez, mais ça n'a que peu de rapport avec les entreprises européennes. Et il se trouve leur siège social est en Europe, mais enfin, elles fabriquent partout dans le monde, vendent partout dans le monde. Et on parlait le luxe, c'est pas la France, c'est autre chose. C'est le monde. Et donc, il ne faut pas confondre les deux. Et le monde, lui, surtout avec la réouverture chinoise, c'est plutôt favorable à l'Europe par rapport aux États-Unis. Et dernier point favorable à l'Europe, c'est que l'Europe n'est pas très sensible non plus à la question de la réserve fédérale américaine. La politique monétaire américaine, ça peut faire peur en Asie, ça peut faire peur aux émergents, mais pas dans la zone euro. On est une zone suffisamment grande, une monnaie suffisamment solide, finalement. On peut affirmer une forme d'indépendance. Il y a une certaine indépendance du point de vue monétaire, même si la Banque centrale européenne est aussi en train de resserrer, clairement, et il y a beaucoup de chemin à parcourir. Et ça, c'est, je dirais, le bémol. C'est que plus ça va bien en Europe, plus la Banque centrale européenne va devoir effectivement resserrer. Elle a de l'espace pour le faire, mais à la fin, ça reste quand même des conditions plutôt favorables. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce Goldilocks européen, Thomas? Sur le plan des marchés, effectivement, Gustavo l'a bien expliqué, on parle de l'investissement dans les marchés financiers, d'actifs risqués notamment. Ça semble être l'endroit où il faut être. Il y a un vrai intérêt pour l'Europe de la part d'investisseurs non européens, ça c'est sûr. Moi je pense que c'est assez structurel d'ailleurs, pour plusieurs raisons. La première, c'est que finalement la militarisation du dollar américain dans la crise ukrainienne, donc le gel des avoirs russes, fait réfléchir pas mal de monde, notamment des gens qui ont beaucoup d'actifs en dollars, et donc il y a un sujet de diversification très clairement. Le deuxième sujet, c'est que on peut, je pense, dire que la démondialisation est maintenant un fait, c'est-à-dire que depuis 2008, les échanges internationaux en pourcentage du PIB baissent. Le pic a été atteint en 2008. Donc on peut parler d'une tendance, ça fait 15 ans et puis ça accélère. Et dans ce contexte-là, autant dans la mondialisation, l'Europe avait quand même pas mal souffert du manque de cohésion du marché domestique. Donc manque de création de champions qui vont ensuite être compétitifs à l'international. Autant dans la démondialisation, il y a un vrai cas pour l'Europe avec un marché de 450 millions d'habitants, un bon niveau d'éducation, une bonne culture financière, des juridictions stables et favorables au business. Et on voit bien dans nos activités, par exemple, de private equity, où on apporte du capital minoritaire à des entrepreneurs qui, grâce à ce capital, vont construire des champions européens par acquisition. Il y a un vrai cas de création de valeur en Europe là-dessus. Donc prendre des champions régionaux ou nationaux, en faire devenir des champions européens, ça crée beaucoup de valeur. Et il y a beaucoup de fonds de pension à l'ouest, mais aussi à l'est, des fonds souverains qui s'intéressent beaucoup à ce sujet-là. Merci de le dire, Thomas et les autres. Non, mais enfin, moi, je suis dans les débats quotidiens. C'est l'IRA américain, c'est une honte. Et nous, en Europe, comment on va faire? Comment on va répondre? Regardez toutes ces entreprises qui vont partir, mettre leurs usines en Europe, etc. Vous dites, il y a des investisseurs non résidents, internationaux, qui ont une vision différente de l'avenir de l'Europe, de ce point de vue-là. J'étais encore avec un d'entre eux ce matin qui est venu nous voir de très loin,
dans un pays qui a réouvert il n'y a pas très longtemps, pour nous dire exactement ça. Et en plus de ça, l'intérêt, je pense, de la transition énergétique, pour le coup, dans lequel l'Europe est leader, là, il n'y a pour l'instant pas de sujet, peut-être qu'on va se faire attraper, mais pour l'instant, l'Europe est leader, ça devient un vrai sujet de compétitivité pour les entreprises. C'est-à-dire qu'en plus d'adresser le sujet climatique, quand vous rapatriez, quand vous faites du re-onshoring ou du friendshoring, je ne sais pas comment vous... Oui, du rapatriement, de la relocalisation. Vous êtes moins efficient, vous allez produire dans des endroits où c'est plus cher de produire, adresser l'efficience énergétique de vos bâtiments, de vos process industriels, de vos supply chains, de vos flottes de camions, ça vous permet de rester compétitif. Là-dessus, l'Europe fait beaucoup d'investissements aujourd'hui qui la rendront compétitive dans 10 ans. Donc même si l'énergie aux États-Unis, enfin dans 10 ans, peut-être moins, même si l'énergie aux États-Unis est moins chère aujourd'hui et qu'il y a vraiment un cas de, quand vous êtes un producteur industriel, aller produire aux États-Unis, c'est intéressant pour ça. Je peux vous dire que d'ici quelques années, en Europe, on sera très compétitif grâce à l'efficience énergétique des bâtiments, des transports, etc. Il y a bien des entreprises et des investisseurs qui ont cette vision de durabilité long terme. Les gens qui raisonnent sur le long terme, les fonds de pension, les fonds souverains. Est-ce que vous êtes en train de décrire un cas où les marchés européens deviendraient des marchés de croissance, en tout cas moins tilté value dans l'esprit, notamment des investisseurs, que ce qu'on a eu de croissance plus locale, parce qu'il y a une relocalisation de toute façon de l'économie. Mais... puisqu'on parle de l'Europe, il y a un mot de la Banque Centrale Européenne, peut-être. Franck, tout le monde s'est quand même réajusté sur l'idée de la croissance européenne. Alors, j'ai même vu Bruxelles à plus 0,9. Est-ce que ça limite le risque de surprise économique positive encore devant nous, maintenant que tout le monde est recalé sur l'idée qu'il y aura un peu de croissance quand même cette année en Europe? Et qu'est-ce que ça implique pour la Banque Centrale Européenne qui mettra à jour ses projections le 16 mars prochain? Oui, c'est très intéressant. Donc on va scruter bien évidemment les prévisions de croissance et d'inflation surtout. Parce que les dernières prévisions d'inflation de la Banque Centrale Européenne n'étaient pas très engageantes sur sa capacité à atteindre son objectif, même en 2025. Donc ça va être scruté. Pour la Banque Centrale Européenne, quand même, on peut dire que l'activisme, ou en tout cas le soutien très affirmé des États en termes de bouclier tarifaire, c'est quand même 250 milliards sur les 6 derniers mois, dans la zone euro, c'est absolument considérable, lui facilite pas la tâche. C'est absolument évident. Il y a un policy mix qui est plutôt accommodant aujourd'hui en zone euro, même au niveau de la politique monétaire. Quand vous regardez les taux réels, on est toujours en taux réel négatif en zone euro. Donc, avec une politique budgétaire qui est légèrement accommodante, mais avec des plans massifs de bouclier tarifaire. Donc, ça va sans doute l'amener à maintenir en fait ce discours hawkish qu'elle a adopté. Je crois que le tournant, c'est un peu Jackson Hole pour tout le monde, en fait. Oui. C'est le tournant de l'été, on va dire. Le tournant de l'été, et qui se traduit par effectivement des anticipations de plus en plus élevées de hausse de taux terminale pour la zone euro. Il y a quelque chose que les investisseurs ont bien compris, c'est que la BCE allait garder ses taux sur des niveaux élevés pendant longtemps. Donc, on n'a pas tout à fait la même lecture de marché par rapport aux États-Unis, notamment. Le marché achète l'idée du higher for longer en zone euro quand il l'achète moins aux États-Unis qu'en zone euro. Oui, exactement. Mais la BCE est en retard aussi. Enfin, en retard. Elle a fait 300 BP de hausse de taux. La Fed en a fait 450. Donc, elle court un peu après. Et on le voit maintenant, les pas qui sont anticipés, ce n'est pas des pas de 25, c'est 50, 50, 50. Sur les prochains meetings. Ouais. Donc ça va quand même assez vite. Et c'est sans doute pas terminé. Enfin, nous on trouve que là, il y a toujours une fragilité des taux en zone euro. C'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps déjà, ça. Y compris sur les parties longues? Oui, il n'y a pas encore assez de hausses de taux pressées en zone euro. Pourquoi la BCE s'arrêterait à 3,5 alors que la Fed va sans doute s'arrêter à 5,5? Parce qu'on est la zone euro. Franck, parce qu'on n'est pas les États-Unis. Non, mais j'en sais rien. L'Italien Visco, il dit qu'il faut arrêter là les hausses de taux. Parce que je sais qu'on parle plus du spread, je sais qu'on parle plus de ce risque souverain, mais c'était quand même le risque de l'été 2022 pour la BCE. Tout le monde disait, mais vous verrez, la BCE veut normaliser, elle pourra au mieux mettre ses taux à zéro, mais aller tellement au-delà, le risque souverain, le spread, l'Italie, etc. Tout ça empêchera la BCE de faire ce qu'elle a fait au final, c'est-à-dire déjà plus de 300 points de base de hausse de taux. Mais ça, on n'y croit pas. On n'y croit pas, et l'enjeu clé, c'est l'ancrage des institutions. Vous ne croyez pas à quoi? Au réveil du risque souverain? Non, on ne croit pas que la BCE puisse être empêchée par des tensions sur les spreads. Ça, on n'y croit pas, mais on n'y croit pas du tout.
Tout dépend du niveau de tension, j'imagine. Oui, mais à la limite, il y a des outils pour ça. Et elle a communiqué d'une façon assez vague, mais il y a des outils pour ça. Et il faut vraiment dissocier les deux, parce que, enfin, il y a quand même un bras de fer assez évident au sein du Conseil de la Banque Centrale Européenne. Et on ne voit pas la BCE se faire taxer de complaisance par rapport à l'inflation. Donc, on a des marchés obligataires européens qui sont beaucoup plus fragiles que ce qu'on peut avoir aux États-Unis aujourd'hui. Oui, enfin, on attend encore une correction à venir qui n'a rien à voir avec l'ampleur de la correction qu'on a eue en 2022. On a eu un krach obligataire en 2022. On ne l'a pas vu venir, mais on l'a eu. Là, on n'anticipe pas un krach obligataire, mais simplement la continuation d'un mouvement de recalibration des attentes des taux banque centrale. Bon, sur l'Europe, le risque souverain, oui, bon, c'est un risque permanent. Enfin, on le sait en tout cas depuis 2010, au moins. C'est un risque qui peut rester endormi encore quelques temps, dans une phase où, effectivement, Thomas le rappelait, on va rentrer dans des logiques de réduction de bilan, etc., ce qu'on n'a pas encore vu dans le resserrement monétaire. Enfin, il y a la partie TLTRO qui a quand même été. Et la partie réduction de la liquidité bancaire. Ce qu'on peut dire, ça c'est juste une constatation, c'est que le choc. Enfin, il y a bien eu une hausse des taux assez importante et l'Italie n'est pas partie dans le décor. Bon, ça c'est juste un constat. Est-ce que ça veut dire que de coup tout est réglé ? Non, mais je constatons quand même que ça a quand même en partie eu lieu sans que. Donc, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, tout ça a l'air de... Ça aussi, ça doit rassurer des investisseurs non résidents de voir que l'Italie n'est pas partie dans le décor, justement, cette fois. Pas dans le décor. Et puis, bon, politiquement, voilà, on sait que du moment qu'on ne touche pas trop à la question de l'Europe, on ne touche pas trop... disons qu'on est sérieux budgétairement, pour le reste, on peut raconter tout et n'importe quoi, c'est moins problématique. Donc, l'Italie réussit à passer, parce que son gouvernement... vraiment s'est aligné vraiment sur la politique européenne et puis voilà, et donc d'un point de vue économique en tout cas ne propose rien d'autre et du coup tout ça calme beaucoup les... Voilà. Après il y a toujours du bêta dans les taux italiens, forcément dans les journées difficiles, mais ça part pas complètement effectivement dans le décor et du coup c'est assez rassurant. Mais je suis d'accord, en tout cas c'est clair qu'il n'y a pas de valeur dans les taux longs européens, alors encore moins dans les taux allemands. La seule raison pour laquelle on peut acheter vraiment des taux allemands, c'est se dire qu'on se trompe complètement, que ça va se casser complètement la figure et qu'il y a un énorme choc de liquidité, par exemple. On achète de l'or, quoi. On voit un coffre-fort comme d'hab. L'équivalent de l'or des marchés financiers, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, je vois pas bien, en termes de valeur, l'intérêt. Bon. Si on dit un mot quand même des logiques d'investissement qui vous animent chacun en ce moment, chez Tikehau, Thomas, dans les grandes classes d'actifs que vous adressez, il y a toujours des opportunités, j'imagine. Est-ce qu'il y a des endroits où il y en a plus que d'autres ? Il y en a toujours, il y en a beaucoup. Donc on est assez excités pour 2023. Sur les marchés liquides qui nous intéressent plus là, dans cette émission, on voit de la valeur sur le crédit, court terme notamment. Donc partie courte des courbes de crédit. On pense que le risque est bien rémunéré là, sur cette partie-là. Les subordonnées financières nous excitent aussi toujours pas mal, notamment sur les émissions Tier 1 bancaires des grandes banques qui sont surcapitalisées. Et quand vous avez entre du 7 et du 9% pour des grands noms bancaires comme ça, on aime bien. Là aussi, non, mais un mot quand même sur le secteur bancaire. Je reprends votre investisseur non résident qui regarde l'Europe avec des yeux différents. Est-ce que le regard sur le secteur bancaire européen aussi a changé par rapport au regard qu'on avait il y a 10 ans ? Oui, forcément. Ouais. Il est beaucoup plus capitalisé. C'est probablement pas de là que viendra le coût s'il y a un coût qui vient. Ouais. Le problème de liquidité, il est plutôt... là, on parle beaucoup d'autres secteurs financiers, dont l'asset management d'ailleurs, mais pas le secteur bancaire. Voilà. Et puis sur les actions, on aime bien les valeurs de ce qu'on appelle de qualité, celles qui croissent de manière très régulière, qui sont en général des bons passeurs d'inflation d'ailleurs, parce que c'est des gens qui sont des bons allocataires de capital qui investissent très régulièrement dans plein d'endroits du monde où ils produisent beaucoup de petites choses qui vendent en pouvant repasser l'inflation. Donc on parle des biens de consommation notamment. Donc ça, on aime bien ces valeurs-là. Et en dehors des marchés liquides, on peut dire un mot aussi. En dehors des marchés liquides, on voit beaucoup d'intérêt sur le secondaire de private equity et de dette privée, parce qu'il y a les portefeuilles traitent avec des décotes, on trouve là. Des décotes très importantes. Alors ça peut aller de 30-40% pour des portefeuilles classiques de private equity, ça peut être du moins 60, moins 70 sur des portefeuilles de venture par exemple. En dette privée, c'est aussi des décotes assez importantes, 20 à 30%. Donc on le voit quand même sur ces marchés non cotés. Il y a des vendeurs forcés. C'est ça. Il y a des vendeurs forcés sur ces marchés-là. Donc il y a ça, les situations spéciales.
nous occupe beaucoup. Et puis après, sur les marchés de grandes tendances, transition énergétique, cybersécurité, digitalisation de l'industrie, en private equity, il y a des grosses choses à faire là-dessus. Dans l'univers obligataire, Franck, là, quel type d'opportunité? Oui, la zone euro, c'est un petit peu tôt, mais on aime bien le crédit. On aime bien le crédit en zone euro, mais on aime bien la dette émergente, surtout dans l'environnement qu'on connaît, avec la réouverture de la Chine, notamment. C'est une bonne chose. Sachant que quand vous regardez en masse, à peu près tous les émergents ont fait leur tournant en termes de politique monétaire. Ils sont vraiment Eux, ils ont pivoté. Oui. Enfin, les banques centrales de ces pays-là. Légèrement, enfin, ou sur un plateau. Donc ça, c'est fait. Cet ajustement-là est terminé. Là aussi, très différent des crises précédentes. Ces banques centrales de ces pays, Brésil ou autres, ont anticipé beaucoup plus que... Oui, non, ça a été comme très dur en 2022. Oui. Le choc a été extrêmement brutal sur la classe d'actifs. Mais c'est vrai que ces pays-là ont plutôt bien géré, bien géré les choses. Il y a le high yield asiatique aussi qu'on regarde. Alors ça a été comme une performance absolument hallucinante. Depuis fin octobre, c'est 30% de performance sur le high yield asiatique. Donc on aime bien, et c'est vrai que bon, le marché chinois, c'était plus de 50% de la capi du marché il y a 2 ans. La crise immobilière est passée sur le par crédit, là. Sur le crédit. Oui, d'accord. La crise immobilière est passée par là, parce que la majorité des émetteurs étaient dans ce secteur. Donc maintenant, c'est 20-25% mais encore une fois, c'est un secteur qui bénéficie de plans de soutien. On attend aussi un plan de relance en Chine qui devrait arriver. On ne serait pas très très surpris que ça arrive. Donc là, il y a une conjonction assez favorable. Une relance de quoi? Budgétaire. Oui, non. Une relance pour faire quoi? De l'infrastructure, des autoroutes, des ronds-points et des immeubles, ou une relance différente? Ça peut être en direction des ménages, notamment. Ça peut être un soutien. Oui, mais mais ce serait un signal quand même. Oui, ça peut être un soutien absolument majeur. Oui. Ce serait assez logique. Enfin, après cette phase quand même de réouverture, de stabilisation du secteur immobilier, avoir quelque chose de plus, si vous voulez, pour être un catalyseur de reprise. Et on a été surpris par la croissance chinoise, comme beaucoup. Oui. Oui, elle va être 2 fois plus importante cette année que l'an dernier. Bon, elle était très faible l'an dernier, effectivement, sur les métriques historiques, mais c'est booming de ce point de vue-là, enfin, côté asiatique et côté chinois. Gustavo, pour conclure avec vous sur les logiques d'investissement chez Dorval. Alors là, dans les portefeuilles diversifiés, alors pas de taux, on ne touche pas du tout au taux ni européen ni américain. On trouve finalement que le monétaire, alors concrètement le monétaire c'est du crédit court, on fait des ECP, etc. Mais bon, on place 3,5 en euros. Ça fait longtemps qu'on ne faisait pas ça, et donc avec un risque très 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 faible, 3,5, ça nous va. Et le reste en actions, actions internationales. Donc voilà, là aussi très 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 diversifié. Il y a des choix à faire en termes de facteurs, en termes de secteurs, de géographie. Mais j'entends, et le fait d'être diversifié au maximum, c'est un choix. On est très diversifié au maximum. Et notre expérience de l'année dernière, c'est que les rotations étaient tellement violentes dans tous les sens que c'était absolument impossible de les capter. Et donc on s'est dit que non, il fallait simplement capter le mouvement d'ensemble. Et c'était pas la peine d'essayer de capter un mois ceci, un mois cela. Donc très équilibré et vraiment international. Et donc du cash, des actions, et ça fait un bon mélange aujourd'hui pour cette crise. Et bon, en ce moment, effectivement, le marché a beaucoup monté. Bon, quelques poutres ici et là. Oui, la hausse est couverte, j'ai vu ça. J'ai vu que le prix des options pour se couvrir contre une baisse de 10% du S&P était au niveau historique. Oui, mais c'est bien, si les investisseurs se couvrent quand les marchés montent. C'est pas illogique sur les portefeuilles patrimoniaux, en tout cas. Et surtout parce que le problème, c'est comment on se couvre. Habituellement, on achète des taux longs, mais là, on sent que les taux longs ne sont pas une super couverture. Voilà. Du coup, on va sur les marchés optionnels. Les options. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Gustavo Orenstein, Dorval Asset Management, Thomas Friedberger, Tikeo Capital et Franck Dixmier, Allianz Global Investors.